Ok, donc nous allons poursuivre avec l'administration du stockage Azure. Alors, je te préviens, c'est le cours, sinon le module le plus long. Et puis, voilà, donc il faut vraiment mettre un peu plus d'attention. Alors, au niveau du stockage Azure, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, c'est le même principe, hein, comme dans tout système. Dans Azure, on parle de compte de stockage et les comptes de stockage sont à l'image de ce qu'on appelle système de fichiers. Donc, on aura, comme par exemple sur un système ou un PC ou un serveur, un système de fichiers comme NTFS ou REFS. Le système de fichiers permet de savoir ou bien d'organiser, hein, le stockage des données sur un disque, ou bien un volume, ou bien un emplacement. Et c'est la même chose. Donc, sur Azure, le compte de stockage va nous permettre de savoir comment nos données seront organisées et stockées dans Azure. Donc, on a plusieurs types de comptes de stockage et nous allons voir les différents types de comptes de stockage. La sécurité également sur les comptes de stockage. Et puis, les comptes de stockage les plus utilisés et puis dans quel cadre est-ce qu'on les utilise et quelques cas. Donc, les comptes de stockage. Alors, au niveau de Azure, comme je le disais, le compte de stockage est utilisé pour stocker tout ce qu'il y a comme données qui est généré dans Azure. Donc, ce n'est pas seulement nos données personnelles ou bien nos données d'entreprise, mais tout ce qui sera généré comme information doit être stocké quelque part. Et pour pouvoir les stocker, on a besoin d'un compte de stockage. On aura comme information des logs, euh, des bases de données, des mails, puis du streaming, voilà, beaucoup de choses. Mais pour les stocker, il faut forcément un compte de stockage. Donc, on a quatre types de comptes de stockage. On a les comptes de stockage en conteneur Azure. On a les comptes de stockage en table, les comptes de stockage en file d'attente et les comptes de stockage en fichier. Donc, ce sont les quatre types de comptes de stockage-là qui vont déterminer pour chacun comment les données vont être stockées dans Azure. Donc, concernant le premier, les conteneurs, ou qu'on peut appeler blob, les conteneurs ou blob, c'est un peu comme des dossiers, comme son nom l'indique. Ce sont comme des dossiers à l'intérieur desquels on va stocker des données. Donc, euh, on peut créer, pour pouvoir stocker des données au format de conteneur, on crée d'abord un compte de stockage au format conteneur. À l'intérieur de ce compte de stockage, on crée des conteneurs et c'est à l'intérieur de ces conteneurs-là qu'on va stocker nos données. Donc, on peut y stocker tout type de données, tout type d'objets, hein, du texte, du binaire, des images, des vidéos, tout ce qu'on veut. Et dans le compte de stockage, on peut créer autant de conteneurs qu'on veut. Voilà. Le nombre n'est pas limité. Les conteneurs, on les appelle aussi souvent blobs. Donc, si vous entendez parler de blob, c'est qu'on parle de conteneurs. Ensuite, les tables. Donc, eux, ils sont utilisés pour stocker tout ce qui est comme données structurées non relationnelles. Donc, on parlera de bases de données non relationnelles. Les files d'attente,
vont être utilisés pour tout ce qui est comme composant ou message, hein, pour les applications. Donc, tout ce qui est comme message entre les composants d'une application, par exemple, euh, vous avez une application qui est interfacée avec d'autres applications, et donc les échanges d'informations entre ce serveur avec euh, ses interfaces, ou bien avec d'autres serveurs à travers des ports, ou bien des connexions, des flux qui sont ouverts. Donc, c'est tout cela qu'on appelle, hein, fil d'attente. Parce que ce ne sont pas des messages un peu conventionnels comme on a l'habitude de voir. Voilà. Donc, en anglais, on parlera de queue. Ensuite, on a les comptes de stockage en file ou bien fichiers qui sont utilisés pour le partage des fichiers. Voilà. Donc, c'est un peu comme un serveur de fichiers qu'on a, et de la manière dont on fait le partage de fichiers sur un serveur de fichiers, c'est de cette même manière-là, hein, qu'on va utiliser Azure File pour pouvoir faire le partage. Donc, voici les 4 types de comptes de stockage qu'on peut avoir. Alors, comme on ne peut pas utiliser les 4 types, Azure va nous proposer ce qui est utilisable généralement. Donc, nous avons un type de compte de stockage qui est appelé General Purpose V2, ou bien si on traduit en français, le compte de stockage à usage général, standard V2. Et donc, c'est ce compte de stockage-là qui va être utilisé généralement, même lors des labs, c'est le General Purpose V2 que vous allez utiliser. Mais en plus de cela, selon le scénario ou bien les circonstances, on peut être amené à utiliser les comptes de stockage objet bloc premium. De même qu'on va utiliser aussi le partage de fichiers en premium pour pouvoir faire le partage de dossiers, comme on a pu le faire, hein, dans l'environnement Microsoft. On a aussi les objets blocs de page premium. Donc, ici, c'est quelques euh, types de comptes de stockage qui sont conseillés. En général, c'est le premier qui va être beaucoup utilisé. Mais si on veut, par exemple, faire du partage de dossiers, comme on le fait sur les serveurs de fichiers, c'est le partage de fichiers premium qu'on va utiliser lorsqu'on va créer le compte de stockage. Donc, au niveau du compte de stockage, un des éléments importants aussi, donc en fonction du type, parce qu'il faut d'abord choisir le type de compte de stockage. Est-ce que je veux que mon compte de stockage soit utilisé seulement pour le partage des fichiers? Dans ce cas, je vais utiliser partage de fichiers en premium. Si je veux que mon compte de stockage soit utilisé pour faire presque tout, je vais utiliser un compte de stockage en blob, surtout, hein, celui qui est là, qui est le General Purpose V2. Donc, tu choisis d'abord le type de compte de stockage. Ensuite, il faut choisir la stratégie de réplication. Voilà. Au début, je disais tantôt que le compte de stockage va déterminer comment nos données vont être organisées et stockées dans Azure. Donc, le modèle de réplication ici va nous dire si nos données vont rester à l'intérieur d'une même région, nos données vont être répliquées dans plusieurs zones à l'intérieur d'une même région, nos données vont être répliquées sur plusieurs régions, dans plusieurs zones, ainsi de suite. Est-ce qu'on aura des copies en lecture, des copies en écriture, tout ça? Donc, le modèle, sinon la stratégie de réplication, va nous déterminer sur ces questions. Donc, le premier modèle de réplication, c'est le LRS. Donc, avec le LRS, tes données
ont trois copies. Donc, tu as trois copies de tes données à l'intérieur d'une même région. On a le ZRS. Tu as également trois copies de tes données, mais cette fois-ci à l'intérieur d'une même région, mais une copie dans chaque zone. Et souvenez-vous, quand on parlait de zone, une zone ici est aussi appelée ce qu'on appelle zone de disponibilité. Et une zone de disponibilité représente un data center physique ou à l'intérieur duquel on a deux data centers logiques. Donc, le ZRS, c'est une région pleinement constituée et à l'intérieur de cette région, on a une copie de nos données dans chaque zone, sinon dans chaque data center. On a également le GRS. Alors, le GRS, c'est le LRS en double. Donc, du coup, tu as le LRS qui est synchronisé, sinon répliqué dans une autre région. Donc, on a les trois premières copies dans une première région et les trois autres copies dans une seconde région. Donc, ça fait 6 copies de ta donnée, mais il y a un lien de synchronisation asynchrone entre la première région où se trouvent 3 copies et la seconde région où se trouvent les 3 autres copies. Ensuite, nous avons le RA-GRS. C'est le même GRS, mais sauf que tu as un accès en lecture sur les copies qui sont dans la seconde région. Ensuite, on a d'autres combinaisons, comme par exemple le GZRS, qui est le ZRS plus le LRS. Donc, c'est ZRS plus LRS. Donc, tu as 3 copies de tes données à l'intérieur d'une région pleinement constituée. Donc, ça veut dire une copie dans chaque zone. Ensuite, tu as 3 autres copies à l'intérieur d'une autre région, mais au format LRS. Voilà. Donc, ça te fait 4 zones où tes données sont répliquées. Ensuite, on a le même GZRS, mais avec un accès en lecture sur les 3 copies de la seconde région. Donc, voilà un peu les différents modèles de réplication. Donc, quand vous créez un compte de stockage, vous choisissez le type du blob, du file, table ou queue. Ensuite, vous choisissez la stratégie de réplication. Donc, c'est au fil de tout ça que vos données seront organisées dans Azure. Et quand vous créez un compte de stockage aussi, Azure vous donne systématiquement l'URL qui vous permet de pouvoir accéder à ce compte de stockage, sinon aux données qui sont stockées grâce à ce compte de stockage. Donc, si c'est un compte de stockage en blob, ça correspond à la première URL, c'est https mon compte de stockage.blog.core.windows.net. Donc, dans tout ça, que ce soit du blog, du table, du file ou bien du queue, la seule partie qu'on change, ou bien qui change, c'est mon compte de stockage. Donc, c'est mon compte, la partie mon compte de stockage seulement qu'on peut modifier ou bien qui est modifiable. Sinon, tout le reste, quand c'est blob, tu verras blob.core.windows.net. Quand c'est table, c'est table.core.windows.net. Si c'est queue, c'est queue.core.windows.net. Si c'est file, c'est file.core.windows.net. Et ça ne change pas. Peu importe le type de compte de stockage ou bien, si tu veux, le tenant. Ce qui change, c'est la partie mon compte de stockage. Voilà. Mais aussi, on a la possibilité, comme on l'a vu depuis le début jusqu'à maintenant, chaque fois que vous souscrivez à un service, Microsoft vous donne toujours
un domaine par défaut, mais on peut toujours customiser ce domaine-là. Et ça suit toujours la même procédure, la même logique. Voilà. Vous faites l'ajout du domaine, ils vont vous demander d'aller créer sur votre provider soit un enregistrement de type TXT, MX ou CNAME. Et puis, une fois que les enregistrements sont vérifiés, votre domaine personnalisé est ajouté et vous allez maintenant l'utiliser à la place de core.windows.net. Voilà. Au niveau du stockage, on peut faire du partage, hein, partager un fichier ou un dossier avec quelqu'un sans pour autant lui donner des droits, un peu comme on le ferait sur un partage de dossier. Alors, lors de la création d'un compte de stockage, il y a ce qu'on appelle le point de terminaison, un point de service qu'on peut aussi configurer. On l'a vu dans la partie réseau, on a dit dans le module précédent qu'il permet de limiter, hein, l'accès réseau à une ressource. Donc, si tu crées ton compte de stockage et que tu veux que ce compte de stockage ne soit accessible que par un subnet spécifique, voilà, tu précises que le compte de stockage sera accessible seulement par ce subnet. Ou bien, si l'accès à ce compte de stockage est interdit pour les connexions venant d'Internet, tout ça, c'est possible grâce au endpoint service qu'on peut configurer directement, hein, lors de la création de notre compte de stockage. Donc, dans ce cas, accès réseau public activé à partir de tous les réseaux. Si tu veux filtrer, c'est la seconde option, c'est activer à partir des réseaux virtuels et adresses IP sélectionnées. Donc là, il va te donner le choix de préciser, sinon spécifier, quels sont les IP, quels sont les subnets, quels sont les réseaux, hein, qui sont autorisés à accéder aux ressources qui sont stockées, aux données qui sont stockées dans ce compte de stockage. Voilà. Alors, pour le blob, donc nous allons voir les comptes de stockage blob et les comptes de stockage pour le partage de fichiers. Pour le blob, comme je disais tantôt, le blob peut stocker tout type de données, structurées comme non structurées dans le cloud. Et pour stocker des données dans le blob, on crée d'abord un compte de stockage en blob. À l'intérieur de ce compte de stockage, on crée des conteneurs. Et c'est à l'intérieur des conteneurs maintenant qu'on stocke nos données. Voilà. On peut organiser les conteneurs selon nos besoins, comme on le veut. Il n'y a pas une règle spécifique. Mais le principe, c'est créer le compte de stockage, c'est créer les conteneurs et stocker les données à l'intérieur des conteneurs. Donc, comment on crée des conteneurs blocs? Aussi simple, hein, comme toute autre ressource qu'on crée. Voilà, tu lui donnes un nom et tu indiques le type d'accès, sinon le niveau d'accès. Est-ce que tu veux un accès anonyme, c'est-à-dire tout le monde peut accéder à ce conteneur, ou bien tu autorises seulement l'accès pour des objets blob ou bien pour des conteneurs blob. Voilà. Mais toujours est-il que lors de la création, si tu choisis privé, c'est-à-dire qu'en dehors de toi qui a créé le compte de stockage, le conteneur, personne d'autre ne pourra accéder. Ou bien, en dehors de ton réseau, hein, de ton réseau, de ton VNet, aucun autre réseau ou bien aucune autre personne d'un autre réseau ne peut accéder. Donc, on peut avoir aussi un nombre illimité, hein, de conteneurs. Voilà. Le nombre de conteneurs est illimité. On peut en créer autant qu'on veut. Alors, le niveau d'accès des blobs, donc, ça peut être élevé, réduit, fois ou archivé.
C'est-à-dire, une fois que vous mettez vos données dans le blob, une fois que vous créez vos objets dans vos conteneurs, il faut préciser le niveau d'accès. Le niveau d'accès, donc le niveau d'accès va nous dire comment est-ce que vos données sont utilisées. Par exemple, si ce sont des données qui sont fréquemment consultées, utilisées, des données qui sont utilisées quelquefois, rarement, ou bien des données qui sont, je peux dire, archivées. Donc, en fonction de la classification que vous aurez à faire, le blob, hein, le compte de stockage lui-même, va au fur et à mesure que les données vont être utilisées, classer hein, les données, les déplacer. Voilà. Parce qu'il faut savoir que euh, le stockage réel qui existe dans les data centers est basé sur des disques. Et donc, on a plusieurs types de disques. On a des disques en SSD. Alors, le SSD lui-même a plusieurs composantes. On a de SSD standard, de l'Ultra SSD. On a les disques en SAS. On a les disques en NL. Hein, on a les disques en SATA. Donc, en fonction du niveau d'accès, le compte de stockage va déplacer les données soit sur des disques en SSD, sur des disques en SAS, sur des disques en SATA ou en NL, ainsi de suite. Voilà. Mais toujours est-il que les données les plus utilisées, c'est-à-dire que élevées, vont être généralement sur des disques SSD, les réduits sur des disques SAS, les froids sur, par exemple, des SATA et puis les archives sur les NL. Parce que tout ça a un coût. Alors, ce modèle de fonctionnement-là est issu des baies de stockage hein, de haut niveau. Il y en existe chez IBM, chez EMC, chez HP. Donc, on disait que ce sont des baies intelligentes qui sont capables de repositionner hein, les données ou bien les volumes que vous créez en fonction de l'utilisation que vous en faites. Donc, si le volume n'est pas trop sollicité, la baie va déplacer le volume vers un disque un peu lent qui coûte moins cher. Si c'est un volume qui est beaucoup utilisé, en général, les volumes où sont stockés les disques virtuels, par exemple des VM, ainsi de suite, ce sont des volumes qui sont en général positionnés sur des disques SSD. Donc, voilà un peu comment le compte de stockage va disposer, déplacer, replacer hein, vos données en fonction de l'utilisation. Il y a également aussi le cycle de vie. Alors, le cycle de vie, ou en anglais life cycle, permet, comme tout est payant sur Azure, donc même l'archive, voilà, même si l'archivage est sur des disques lents et moins chers, mais toujours est-il que cela coûte quelque chose. Donc, pour éviter de payer pour quelque chose qui ne nous sert pas, on peut configurer le cycle de vie. Par exemple, des données, on va taguer des données pour dire, par exemple, que si la donnée atteint un certain vieillissement, si la donnée atteint un certain vieillissement, on va soit la supprimer, la déplacer vers l'archive, ainsi de suite. Voilà. Donc,
on a la possibilité de déplacer des données vers du stockage sporadique, vers du stockage à froid, vers des archives, ou bien simplement les supprimer. Voilà. Donc, tout est paramétrable. Hein. Tout est paramétrable. Ce qui est là, c'est des valeurs par défaut, mais nous-mêmes, on peut dire, mais on sait par exemple qu'il y a des organisations où les archives sont gardées pendant 5 ans. Donc, on peut dire, bon, tout ce qui est archive au-delà de 5 ans doit être supprimé. Voilà. Donc, ça vous permet de faire des économies, hein, même des économies d'échelle. Alors, pour la réplication des objets blob, il faut savoir qu'un objet blob peut être répliqué dans plusieurs régions. Voilà. Donc, ici, on a un objet dans la région 1 qui est répliqué dans la région 2. On a un autre objet dans la même région 1 qui est répliqué aussi dans la région 3. Donc, on n'est pas obligé de toujours répliquer nos données d'une région A vers une région B, ainsi de suite. Mais on peut les répliquer selon ce qu'on veut. Donc, c'est très important de savoir que les objets blob, on peut les répliquer tels que on l'a vu selon le modèle de réplication. Donc, si tu as choisi du LRS, il faut t'attendre à 3 réplicas à l'intérieur d'une même région. Voilà. Ou bien d'une même zone. Si tu as choisi du ZRS, il faut t'attendre à 3 réplicas et une copie dans chaque zone, ainsi de suite. La sécurité au niveau du stockage. Alors, il y a une solution sur un service qui est beaucoup utilisé. On va en parler. Mais bien avant, il faut savoir qu'au niveau de Azure, il y a un service de cryptage qu'on appelle Storage Service Encryption qui va crypter, hein, tout ce qui sera stocké dans ou bien à travers un compte de stockage. Donc, de base, toutes les données qui seront manipulées à travers un compte de stockage seront cryptées par le Storage Service Encryption. Ensuite, on a recours à Intra-ID ou Airbag pour assurer la sécurité, hein, sur l'accès aux ressources, on a déjà vu. On conseille aussi d'utiliser du HTTPS lorsque vous devez utiliser une URL pour accéder à des données. Il est conseillé d'utiliser le SMB, hein, qui est un protocole de partage de fichiers qui est utilisé par Microsoft comme l'environnement Linux. Hein, la version au moins 3.0 pour tout ce qui est données en transit ou bien pour le partage. Voilà. Il y a aussi Azure Disk Encryption qui est le service, sinon la solution qui permet de crypter tous les disques, hein, que vous allez créer dans Azure. Donc, quand par exemple vous créez une VM avec un disque dur par défaut, ou bien vous ajoutez une data disk, tous ces disques-là sont par défaut cryptés par Azure Disk Encryption. Alors, la solution dont je voulais parler, on a l'habitude d'utiliser, mais on ne sait pas forcément que euh, c'est ça. C'est le SAS, hein, Shared Access Signature, ou bien en français, c'est signature d'accès partagé. C'est un peu le même principe qu'utilise, par exemple, WeTransfer. Voilà. C'est-à-dire, vous partagez un fichier, un ensemble de fichiers ou bien un dossier avec quelqu'un. Vous avez la possibilité d'indiquer l'adresse email de la personne qui est habilitée à voir ce fichier. Vous précisez également le délai, hein, pendant lequel la personne est capable soit de voir le fichier. Voilà. Donc, c'est le Shared Access Signature. C'est le même fonctionnement que WeTransfer et autres. Donc, nous allons voir comment le SAS est paramétré et puis quelles sont les différentes parties, hein, d'une clé. Parce que quand tu finis de paramétrer le SAS, il y a une clé qui est générée sous forme de URL. Et donc, c'est cette URL-là que tu copies et que tu envoies à ton correspondant et qui lui permet de pouvoir accéder aux données. C'est la même chose.
quand tu fais du WeTransfer, ton correspondant reçoit un mail avec un lien, une URL, où il doit cliquer pour pouvoir accéder aux données qui sont partagées. Et puis, on a aussi les clés partagées. Hein. Les clés partagées sont utilisées pour aussi accéder à des données, mais ces clés ne sont pas partagées pour que tout le monde puisse avoir accès. Donc, ces clés-là sont stockées à un endroit qu'on appelle un coffre. Et donc, c'est ceux qui auront été indiqués comme ayant ou bien pouvant avoir accès à ce coffre-là qui pourront utiliser cette clé partagée pour accéder à des stockages ou bien à des données. Et puis, l'accès anonyme au conteneur ou blob. Il faut chaque fois préciser, quand vous créez un conteneur ou un objet blob, quel est l'accès? Est-ce que tout le monde peut accéder ou bien c'est réservé? Concernant le Shared Access Signature, voilà comment est-ce qu'il est paramétré. Donc, vous avez le choix entre clé de compte ou clé de délégation utilisateur. En général, on vous conseille d'utiliser le clé de compte parce que c'est ce qui est plus facile de paramétrer. Vous devez préciser la date et l'heure de début. Préciser également la date et l'heure d'expiration. Vous faites très attention parce que si entre vous et votre correspondant, il y a une différence de plage d'horaire, alors si vous précisez mal l'heure, par exemple, il y a une heure de plus, 2 heures de plus, il peut arriver qu'au moment où il va recevoir le lien pour accéder aux données, les 2 heures ont déjà expiré. Donc, il faut tenir compte des différences de plage d'horaire. Préciser également avec quel protocole est-ce qu'on doit accéder aux données. Donc ici, ce qui est conseillé comme bonne pratique, c'est d'utiliser le HTTPS. On a même la possibilité d'indiquer aussi les adresses IP, les plages d'adresses IP, le subnet, le réseau qui est autorisé à accéder aux données partagées à travers une Shared Access Signature. Et une fois que le Shared Access Signature est configuré, il y a une clé qui est générée. Et cette clé est constituée de 2 parties, sinon 2 grandes parties. On a la ressource, le stockage, et puis on a la clé du SAS. Donc, ce qui est en rouge là constitue ce qu'on appelle l'URI. Constitue ce qu'on appelle l'URI. Alors, l'URI est différent de URL. URI est différent de URL. Dans l'URI, nous avons une partie URL et nous avons une partie clé, sinon un token. Donc, du coup, quand on prend HTTPS, MyAccount, Blob Core, Windows, bon, là on connaît. Donc, jusqu'à .NET, c'est l'URL. Et tout ce qui suit constitue le token. Donc, cette clé qui est générée, qui est là, à vue d'œil, on peut savoir on peut avoir quelques éléments déjà. Par exemple, on sait que la date de début, c'est le 11, 5e mois 2020, l'heure à partir de 18h31, minutes 47 secondes. Et ça expire le 12, 5e mois 2020, à 2h31, minutes 43 secondes. Le protocole qui est conseillé pour l'accès, c'est le HTTPS. La version, c'est 2019. Et puis, la clé, c'est tout ce qui est à la fin, depuis SR jusqu'à la fin. Donc, du coup, quand vous recevez une clé SAS, vous devez savoir
quelles sont les différentes parties et puis qu'est-ce que la clé dit. Voilà. Donc, bon, vous, en tant qu'expert, vous devez savoir que, par exemple, la clé dit le SAS commence tant, ça finit tant, voici les différents protocoles qui sont autorisés, ainsi de suite. Maman, viens ici. Donc, le Storage Service Encryption, comme je le disais, c'est le service de Azure qui permet de crypter tout ce qui est comme compte de stockage. Donc, par défaut, Microsoft va vous proposer sa clé de chiffrement. Hein, et donc, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser celui de Microsoft. Si vous voulez, si vous-même vous avez une clé que vous utilisez chez vous en interne dans l'organisation pour faire le chiffrement, vous pouvez l'utiliser. Mais sauf que vous devez avoir cette clé, vous devez avoir cette clé à portée de main, de sorte à ce que quand vous choisissez clé générée par le client, on vous donne le champ et vous devez faire browse pour aller choisir cette clé. Sinon, vous devez utiliser la clé, sinon les clés générées par Microsoft avec le chiffrement AES 256 bits. Donc, en termes de bonnes pratiques, je reviens là-dessus. Il faut utiliser du HTTPS. Voilà. Il faut référencer les stratégies d'accès. Donc, par exemple, quand on crée un blob, est-ce que c'est un accès anonyme, c'est privé, ou bien c'est juste un blob? Il faut faire attention aux heures d'expiration à court terme pour les SAS. Utiliser l'outil Storage Analytics pour monitorer votre application. Ici, quand on parle d'application, c'est, si tu veux, notre compte de stockage est utilisé pour quoi, sert à quoi. Donc, ça va nous permettre de savoir quelles sont les applications qui tournent avec notre compte de stockage, quelles sont les différentes configurations qui ont été effectuées, quelles sont les différentes caractéristiques, ainsi de suite. Donc, spécifier également la ressource à laquelle accéder. Voilà. Il faut savoir que toute utilisation du compte de stockage est facturée. Voilà. Même si, quand vous partez sur Azure, on ne vous met pas le compte de stockage coûte tant, comme par exemple on peut le voir pour les VM, mais dites-vous que toute utilisation du compte de stockage est facturée. Voilà. Même si vous ne le voyez pas, mais c'est facturé. Donc, il ne faut pas utiliser pour utiliser. Il faut utiliser quand vraiment on en a besoin. Donc, ainsi, on vient de voir tout ce qui concerne le blob. Alors, il faut de manière très simple retenir que le blob, c'est un type de compte de stockage qui permet de stocker des données non structurées, du streaming, everywhere, every time. Donc, sinon, anywhere. Donc, si par exemple, vous avez des données en blob, dans un compte de stockage en blob, partout sur la Terre où vous trouvez, vous pouvez accéder à ces données-là. C'est l'une des caractéristiques du blob. Et le blob permet de stocker tout type d'objets, de données, que ce soit des fichiers simples, du texte, des exécutables, des vidéos, des images, ainsi de suite. Donc, très, très important, le blob. Et le nom même blob fait référence déjà à une structure qui n'est ni animale ni végétale, qui peut prendre toutes les formes, qui peut faire tout. Donc, c'est à l'image du blob réel que Microsoft a créé, sinon a nommé ce type de compte de stockage qu'on appelle du blob. Vous allez souvent entendre parler aussi de conteneurs. Alors, concernant le partage des fichiers, donc pour le partage des fichiers,
on va avoir recours à des comptes de stockage en file, donc en J-file, pour faire du partage de fichiers. Donc, si nous avons un tableau comparatif entre un J-file et un objet blob Azure, donc on aura besoin de voir la description et puis quand est-ce qu'on doit utiliser soit le Azure File qui est pour le partage ou bien faire de la migration de lift and shift pour stocker des données partagées par plusieurs serveurs. Par exemple, vous avez un site web qui est un répertoire à l'intérieur duquel se trouvent des fichiers qui sont reliés entre eux par des liens hypertextes. Donc, ce type de répertoire-là, on peut utiliser un J-File pour les créer. Par contre, si on veut accéder à des données d'application partout, à tout moment, c'est le blob qu'il faut. Voilà. Du streaming et des accès aléatoires. Donc, l'exemple typique de l'utilisation du blob, c'est Netflix. Voilà. L'exemple est tellement... C'est-à-dire que Netflix a une seule séquence vidéo et comme c'est du blob, c'est un accès aléatoire partout. Donc, la même séquence vidéo qui est sur le serveur de Netflix, quelqu'un aux États-Unis commence le film maintenant, quelqu'un dans le même États-Unis peut être à la fin du film, tandis qu'un autre est au milieu, il y a un peut-être en Europe qui est à la 5e seconde. Donc, la même séquence de film, on peut avoir plusieurs accès, mais en aléatoire et partout. Donc, pour faire le partage des fichiers, c'est à l'identique, comme ce qu'on fait sur nos fichiers on-prem. Voilà, on choisit la lettre qu'on souhaite donner à notre lecteur et on crée le partage. Il faut savoir que le partage de fichiers est aussi possible sur des machines Linux comme des machines macOS. Concernant Windows, il faut s'assurer que le port 445 est ouvert entre ta machine on-prem et puis Azure. Voilà, ça permet de faciliter le trafic sur la communication. Donc, une fois que vous avez choisi le lecteur et que vous cochez par exemple l'option Active Directory ou bien clé de compte de stockage, le rectangle en gris là, c'est le code qui est généré et vous devez copier ce code-là, aller sur votre PC on-prem et vous exécutez. C'est comme un script. Et quand vous l'exécutez, il va vous demander de fournir les informations d'identification de votre espace Azure. Et une fois que vous mettez le login et le password, voilà, il va mapper, sinon monter sur le test Z là sur ton PC. Donc, ce qu'on a pu de voir sur nos serveurs de fichiers. Si c'est dans un environnement Linux ou bien Mac OS, on fait, par exemple, la commande qu'on appelle mount. Donc, la commande mount permet de pouvoir monter notre partage. Alors, les instantanés, c'est ce qu'on appelle les snapshots. Donc, le snapshot, c'est pas une photo, mais c'est une capture à l'état. Sinon, en l'état de notre donnée ou bien de notre partage. On le fait également pour les VM. Donc, ça dit que quand je prends l'instantané, si mon partage fait 1 Tera, l'instantané aussi va faire 1 Tera. Donc, l'instantané, ce n'est pas vraiment conseillé de faire l'instantané à tout moment. On peut faire l'instantané lorsqu'on a besoin, par exemple, d'avoir plusieurs versions d'une même donnée, ou bien si on a des opérations de maintenance à effectuer pour lesquelles on ne sait pas si après ces opérations, nos données seront intègres ou pas. Donc, on peut faire une capture instantanée. Mais
le snapshot ne doit pas remplacer la sauvegarde. Voilà. Quand vous faites beaucoup de snapshots, ça consomme de l'espace, hein, de stockage. Donc, il faut en faire moins et il faut le faire lorsque c'est vraiment nécessaire. Au niveau du stockage Azure aussi, nous avons ce qu'on appelle la suppression réversible, ou bien soft delete en anglais. C'est-à-dire que lorsque vous avez un partage et que intentionnellement ou bien accidentellement, vous y supprimez des données, ces données-là vont rester dans une corbeille, hein, pendant au moins un certain temps, qui est paramétrable. Le minimum, sinon par défaut, c'est 7 jours. Mais vous pouvez paramétrer qu'à 14, 15, bon, ça dépend de vous, hein, jusqu'à 365 jours. Et une fois que ce délai est passé, là maintenant, la donnée sera définitivement supprimée. Sinon, si vous n'avez pas activé aussi la suppression réversible, chaque fois que vous supprimez quelque chose, voilà, la donnée est définitivement supprimée. Donc, ici, la bonne pratique, c'est d'avoir le réflexe, chaque fois que vous créez un partage, de configurer, sinon d'activer la suppression réversible et de configurer le nombre de jours. Voilà, donc, ce n'est pas imposable, hein. Hein, donc, le minimum, c'est 7 jours, maximum 365 jours. Voilà. Alors, Azure nous propose également quelques outils pour administrer nos comptes de stockage. Donc, comme on l'a vu aussi dans les modules précédents, pour administrer Azure, on a le portail. On peut avoir l'environnement Shell, le Bash Shell pour Linux et le PowerShell pour Windows. On a également l'environnement CLI, mais le Cloud Shell. Donc, ici également, pour administrer le stockage, on n'est pas obligé, hein, de chaque fois aller sur le portail Azure. On a un outil qu'on appelle Azure Storage Explorer, qui est un outil gratuit qu'on peut télécharger. Depuis Google, tu mets Download Azure Storage Explorer, tu télécharges, tu l'installes sur ton PC. Et quand tu le lances, tu peux connecter tous tes comptes de stockage, hein, de ton tenant et les manager depuis ton PC à travers cet outil. Donc, si tu as besoin de créer, par exemple, un nouveau compte de stockage, tu as besoin de créer des conteneurs, tu as besoin de stocker des données, tu as besoin de créer un partage, tu peux les faire depuis le Storage Explorer, depuis ton PC. Tu n'es pas obligé d'aller sur le portail. C'est un outil très, très intéressant. Mais quand tu l'installes, il faut être sûr d'avoir les crédentials, hein, pour pouvoir connecter l'environnement Azure. Donc, voilà un peu en ce qui concerne le compte de stockage Azure. Nous aurons un lab, 3 tâches: créer, configurer des comptes de stockage. Donc, on pourra créer des comptes de stockage en blob, en file, en table, en queue. Donc, l'attention sera particulièrement mise sur le compte de stockage en blob. Et puis, par la suite, vous allez créer également un compte de stockage en file. Et puis, assurer la sécurité, comme on l'a vu, avec la suppression réversible, ainsi de suite. Donc, voilà un peu ce qui concerne le stockage Azure. Alors, une chose aussi qu'il faut retenir, c'est que le compte de stockage, je disais tantôt que ça ressemble au système de fichiers. Donc, normalement, par défaut, pour la première fois que vous vous connectez au portail Azure, on vous a demandé de créer un compte de stockage. Sûrement que vous n'avez pas prêté attention, parce que s'il n'y a pas de compte de stockage, toutes les informations qui vont être générées, hein, que ce soit les logs et autres, tout ça, on les stocke comment? Donc, la base, il faut un compte de stockage. Et je te donne aussi un exemple, si tu as déjà fait la remarque. Quand tu installes un serveur Windows,
par défaut, dès que tu finis l'installation, tu te rends compte que tu as accès à des informations sur le serveur. Tu peux voir les dossiers, tu peux voir les disques, voilà, tu peux voir des fichiers, tout simplement parce que lors de l'installation, le système active une fonctionnalité qu'on appelle la fonctionnalité de stockage, qui est l'équivalent du compte de stockage. Donc ici, sans le compte de stockage, normalement, quand tu vas sur le portail, tu n'as pas accès. Parce qu'une fois que tu mets les deux pieds dans le portail, les données commencent à être générées. Depuis les logs, tout ce que tu fais, quand tu cliques, tu actives, tu désactives, tu supprimes, tu crées, tu fais des recherches, tout ça, ça génère des informations qui doivent être stockées. Donc, pour commencer, il faut d'abord un compte de stockage. Mais dans le lab, vous allez voir comment est-ce qu'on peut créer un compte de stockage, que ce soit en ligne de commande ou bien par interface graphique à travers le portail. Donc, sur ce, merci. Si tu as des questions, I'm available for you to answer.